Bonjour, bonsoir et bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast hebdomadaire de la rédaction de l'équipe qui décortique l'actualité basket. Je suis Arnaud Lecomte et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de suppléer Guillaume Degoulet qui a abusé des playoffs NBA et est parti en cure de sommeil. Les fans de NBA ont aussi eu un peu de répit jusque dimanche puisque le deuxième tour dans les deux conférences a été assez expéditif. C'est donc l'occasion de reprendre des forces et de débattre avec recul de la suite des événements et des deux belles affiches qui désigneront les deux finalistes, Houston Golden State à l'ouest et Boston Cleveland à l'est. Nous évoquerons aussi la fin de la saison régulière du championnat de France, un championnat dont on a toujours du mal à lire le dénouement, à part peut-être pour Strasbourg. Nous en discuterons avec nos trois spécialistes du jour. Liliane Trévisan, bonjour Lily. Bonjour Arnaud, bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Xavier Colombani, dont c'est la première aujourd'hui, et puisqu'on ne se refuse rien, bonjour Xavier. Bonjour, j'espère être pas trop timide. Et puisqu'on ne se refuse rien, non, j'ai pas trop d'inquiétude. Et puisqu'on ne se refuse rien, on a un grand reporter en vadrouille aux États-Unis. Il s'agit de Yann Onona. Salut Yann, en direct de Boston, je crois, où tu attends désespérément un match 7 qui ne viendra pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'attends le match 7. Je suis devant le TD Garden et pour l'instant, il se passe rien. Il se passe rien. Écoute, a priori, t'as ta journée de libre. Hein. Tu restes un peu avec nous une petite demi-heure et après, tu auras un quartier libre. Et puisque tout le monde est chaud, tu commences par une petite pique à Strasbourg. T'es comme ça. Bonjour. Je suis comme ça. Puisque tout le monde est chaud, on va se lancer sur la finale de l'Ouest. Alors, attendu, cette finale entre le numéro 1 et le numéro 2. Yann, tu étais, cette semaine à Boston, mais tu as été faire un petit tour du côté de Houston aussi et tu as pu assister à la fin de la série entre les Rockets et les Utah Jazz. Tu as donc tous les éléments pour nous livrer une belle petite présentation de cette finale de l'Ouest entre deux des plus belles attaques de la Ligue de ces dernières années. Oui, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous voyez comment jouent les Houston Rockets. C'est l'équipe qui tire le plus, qui prend le plus de tirs à 3 points par match. Et c'est même, on n'a jamais vu ça en fait jusque-là. C'est que le jeu des Golden State Warriors d'aujourd'hui, qui joue un peu de la même manière, le jeu des Rockets, il a inspiré le jeu des Warriors, puisque Mike D'Antoni, je vous rappelle, avec Phoenix, c'est lui qui a commencé à ce jeu très rapide qu'on appelle le run and gun, où on court, on shoot, juste si possible au bout de 7 secondes. Le jeu des Warriors s'est inspiré de cette manière de faire, et aujourd'hui, la seule manière de battre les Warriors, il semble que ce soit de tirer encore plus qu'eux. Donc c'est ce qu'a essayé de mettre en place Mike D'Antoni à Houston cette année. Donc on va voir une pluie de tirs à 3 points dans cette finale de conférence que tout le monde attendait. Et c'est aussi des duels d'arrière assez incroyables entre Stephen Curry, James Harden ou Chris Paul et Klay Thompson. On a l'impression quand même que effectivement le dénouement de cette série qui s'annonce un peu longue pourrait se jouer à travers le pourcentage de réussite. Ça paraît quand même un peu incroyable, même si ça reste important, la réussite au basket, bien entendu, mais on a l'impression que c'est le seul critère quasiment décisif d'une série comme celle-là. Xavier, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et justement, en regardant les pourcentages de réussite depuis le début des playoffs, j'ai eu l'immense surprise, je n'avais pas vu arriver, de voir que Golden State à 3 points était l'avant-dernière en termes de réussite, seulement battu par San Antonio à moins de 30%, eux ils sont à 33%. Alors évidemment, faut mettre en perspective, il y avait l'absence de Stephen Curry qui évidemment fait baisser ça. Donc pour l'instant, Golden State a peut-être trouvé son maître en Houston, seulement je pense que c'est le sujet qu'on va aborder juste derrière, c'est que c'est un peu les winners contre les losers. Donc l'important, c'est pas forcément de marquer des paniers toute la saison, c'est de les marquer au moment décisif et on y est. Et justement, est-ce que ces deux équipes qui ont eu un parcours extrêmement aisé jusqu'ici en play-off, Liliane, est-ce que ces deux équipes te paraissent prêtes à en découdre ? On a l'impression qu'ils s'attendent de toute façon depuis le début de la saison quelque part, puisqu'ils ont monopolisé les pôles positions à l'ouest toute la saison. On attend cette finale depuis quasiment le coup d'envoi, quoi. Oui, c'est un petit peu la finale avant l'heure. Et c'est vrai que ce sont deux équipes qui se cherchent depuis le début de la saison. Il y a eu aussi un teasing et du chambrage toute la saison entre les deux équipes, entre les joueurs des deux équipes, qui a repris de la vigueur avec l'opposition dans cette finale de conférence. C'est vrai que ce sont deux équipes. Le GM de Houston n'a jamais caché qu'il avait construit cette équipe uniquement pour battre Golden State. Donc c'est quand même très parlant d'articuler une équipe pour en battre juste une autre en espérant que ce soit suffisant pour aller jusqu'au bout.
Donc effectivement, ce sont deux équipes qui se cherchent depuis longtemps. Ce sont deux équipes qui ont effectivement un jeu qui présente des similarités. Maintenant, je pense que les playoffs, on sait tous ce que c'est. C'est un regain d'intensité défensive, c'est un regain de tension, c'est le summum du collectif qui doit s'exprimer, ou alors c'est les stars qui prennent tout en main. Il va falloir trouver la juste balance entre tout ça. Et il ne faut pas oublier non plus que Houston reste sur une saison extrêmement consistante. C'est le meilleur record de la NBA cette année. Dans la constance, ils sont là. Maintenant, est-ce qu'ils seront là dans l'extra atmosphère des playoffs? Justement, j'ai envie de demander à Yann, toi qui est sur place, qui a vécu tous les soirs depuis une semaine maintenant les séries, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, mais surtout à l'Ouest. Est-ce que tu as le sentiment que du côté de Houston, le côté loser, dont parlait Xavier tout à l'heure, du côté de Chris Paul notamment, est-ce que tu as le sentiment, ou de Mike D'Antoni, qui lui non plus a jamais réussi à vraiment aller au bout avec ses équipes, est-ce que tu as le sentiment que ça peut peser aussi en termes de pression? Est-ce qu'on en parle dans les médias américains? J'ose pas croire une seconde qu'on n'en parle pas, forcément. Oui, je vous confirme, chaque match que Houston a perdu au premier tour, enfin au deuxième tour, il n'y en a eu qu'un, mais en fait, en toute la série, tous les jours, il y avait un article sur Chris Paul va-t-il enfin aller en finale de conférence? Chris Paul a disputé 13 saisons, 9 finales de conférence, 9 playoffs, mais n'est jamais allé en finale de conférence. James Harden, je vous rappelle, l'année dernière, se fait contrer par Ginobili et marque 10 points à domicile dans une défaite de 40 points contre San Antonio et se fait éliminer. Et Mike D'Antoni, comme vous le disiez, n'est pas allé au bout avec son système de jeu. Donc en fait, cette année, c'est un peu trois animaux blessés, 3 bêtes blessées qui sont en quête de revanche, qui sont en mission. Donc aux États-Unis, on ne parle que de ça, mais jusque-là, on a l'impression plutôt que ça les sublime. Donc vous avez forcément vu le dernier match de Chris Paul, où à un moment donné, il a dit à tous ses coéquipiers, et ça c'est James Harden qui le raconte, donnez-moi la balle, je m'occupe de tout, alors qu'on l'accusait de ne pas être décisif, et il a mis 41 points dans ce match. Moi, sur le sentiment que j'ai, ça a plutôt l'air de les sublimer. Et il y a quelque chose d'important, Liliane t'évoquait la défense, et Houston, cette année, a construit son équipe de manière à défendre mieux, ce qui n'avait jamais été le cas des équipes de D'Antoni avant, en ramenant déjà Chris Paul, qui est un des meilleurs défenseurs au poste de meneur, en ramenant PJ Tucker, et puis également grâce à l'éclosion de Clint Capella, qui est un autre facteur qui, à mon avis, pour moi, est un facteur décisif de cette finale de conférence. Parce que les équipes qui embêtent Golden State historiquement, c'est les équipes qui ont un pivot dominant. Est-ce que c'est Xavier, est-ce que vraiment Clint Capella, on peut le considérer comme un pivot dominant aujourd'hui? Oui, dans le sens individuel du terme, c'est-à-dire Clint Capella seul, non, mais dans sa connexion avec James Harden, oui, totalement, oui. D'ailleurs, moi, quand je regarde les matchs de Houston, ça m'impressionne toujours plus cette connexion et ce côté un peu automatique que même les tirs à 3 points, sincèrement. Après, Clint Capella, là, va se retrouver face à des défenses dont on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, parce qu'il y a une interrogation à savoir si, en gros, on met Draymond Green sur lui, on décale Kevin Durant en 4, Iguodala en 3, ou si on met un vrai pivot. Et ce qui a été vu jusqu'à maintenant, c'est que le fait de garder un small ball contre Capella a très bien marché avec Golden State cette saison, et ça, c'est une clé à retenir. Yann, justement, à propos de Golden State, dont on n'a pas beaucoup parlé, on sait qu'il y avait les seules interrogations qui pesaient un peu sur le champion, c'était l'état de Steve Curry. Stephen Curry est de retour. Il semblerait qu'il soit de retour et qu'il n'y ait pas beaucoup d'interrogations sur son impact. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as le sentiment qu'il sera un facteur, comme d'habitude, archi-décisif sur la finale de conf? Ouais, j'irais même jusqu'à dire qu'il sera du côté de Golden State le facteur décisif. Et évidemment, on se rappelle tous d'il y a 2 ans, en 2016, il revient d'une blessure similaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il revient, il joue très bien. Et puis en finale, on ne sait pas pourquoi, il y a des petites interrogations. Il fait toujours des stats très élevés, mais en fait, il va rater un tir important, il va rater un dribble, il va perdre un ballon. Donc c'est ça qui fait perdre la finale à Golden State il y a 2 ans finalement. Golden State qui menait 3-1, qui perd 4-3 à l'arraché sur un tir de Kyrie Irving. Donc la vraie question, c'est est-ce que Stephen Curry peut vraiment s'exprimer et peut faire l'action qui fera la différence. C'est ça le problème. C'est pas est-ce qu'il va jouer à haut niveau.
aujourd'hui. Et en face de lui, on a quand même ce qu'on pourrait appeler sa kryptonite, puisque Chris Paul, on disait, est le meilleur défenseur sur ce poste-là. Donc il est tout à fait possible qu'on voit Chris Paul scorer moins, se sacrifier un peu pour essayer de limiter Curry. Pour stopper Curry. Bon, on est tous d'accord, ça démarre lundi soir, c'est une finale de conférence qui s'annonce somptueuse, qui doit aller loin, hein, qui doit aller au moins en 6 matchs minimum. Tous les trois, avant de finir cette partie sur l'Ouest, Liliane parlait tout à l'heure de finale avant la lettre. On est tous d'accord que le vainqueur de cette série sera champion NBA ? Alors, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de raisonnement, puisque toute la presse américaine est un petit peu sur le même ton. Oui, je pense que l'équipe qui va sortir vainqueur de ce duel au sommet à l'Ouest a tous les habits d'un champion en titre. Mais bon, on a toujours eu tendance un peu à dévaloriser la conférence Est récemment, ces derniers temps, ce qui était l'inverse à une certaine époque où elle était quand même plus prédominante sur la conférence Ouest. Donc je pense que ce qui va sortir de Boston-Cleveland, parce que certains vont dire que ça va être Cleveland. Je ne suis pas sûre que ce soit Cleveland si facilement que ça. Ça va être un rugueux adversaire en finale. Et ça ne sera pas le même style, mais je pense que ça peut faire très mal. Ouais, pour faire le lien justement avec la finale, juste avant le début des playoffs, il y avait des sites américains qui se faisaient un petit plaisir de lister les plus faibles finalistes de l'histoire, alors sans parler de rien et d'aucune comparaison avec cette saison, hein. C'était juste gratuitement pour le faire, mais ils nous sortaient des New Jersey Nets de quelque part, voilà, là, on va en être là, hein. C'est-à-dire qu'entre le talent collectif de Boston, mais les problèmes de blessures et les faiblesses collectives de Cleveland et la force, voilà, ça va être un finaliste très faible. Ok, merci pour ce premier thème sur la conférence Ouest et cette magnifique finale de conf qui, je le rappelle, donc démarre lundi soir. Encore un peu de patience. De l'autre côté à l'Est, c'est peut-être un petit peu moins, un petit peu moins attendu, même si c'est un remake finalement de la finale de la conférence Est de l'an dernier. Donc Cleveland et Boston. Cette fois, c'est Boston qui a l'avantage du terrain. Boston qui est un peu le rendez-vous l'équipe surprise au rendez-vous plutôt. Face à Cleveland qui a eu un parcours plutôt chaotique, on va dire, porté à bout de bras plus que jamais par un LeBron James éblouissant. On n'a plus de qualificatif à vrai dire. On a même passé le point Goodwin de la discussion avec LeBron, puisqu'on en fait aujourd'hui maintenant le plus grand joueur de tous les temps devant Michael Jordan, depuis, je crois que ça fait quelques semaines maintenant que ça dure. Bon, est-ce qu'on est d'accord sur ces problématiques-là, à savoir qu'on a une magnifique opposition de style, là, pour le coup, entre une équipe extrêmement hiérarchisée qui est Cleveland, avec LeBron James qui est tout puissant, et puis une équipe en face, Boston, qui est un parangon de basket collectif. Liliane ? Oui, je crois que Boston a bien prouvé l'immensité de ses ressources collectives, puisque sans Kyrie Irving, sans Gordon Hayward, ça paraissait une saison un peu compliquée. Les playoffs paraissaient compliqués et ils ont réussi. Bon, ils n'ont pas été tout le temps souverains contre Philadelphie, mais ils ont réussi à se sortir d'affaire après avoir mené 3-0. C'est un collectif magnifique, c'est un coach dont tout le monde aujourd'hui dit monts et merveilles, c'est le coach cérébral de la NBA. Brad Stevens. Voilà, Brad Stevens, le maître de tous les systèmes, celui qui trouve le dernier système offensif pour scorer le panier qui va arracher le match. C'est une belle équipe. Moi, je trouve que c'est une belle équipe, c'est un collectif qui tient la route. Alors après, effectivement, est-ce qu'il joue mieux sans Kyrie Irving ou avec Kyrie Irving? On verra, c'est pas prouvé. Il y a certains fans qui pensent que ça roule très très bien comme ça, mais en tout cas c'est une belle équipe et ses vertus collectives, elles sont pas négligeables pour avancer en play-off. Yann, toi qui es à Boston là, depuis 2-3 jours, qui a assisté au match 5 de cette demi-finale de conférence contre les Sixers, l'atmosphère en ville là, assez chaud, ils y croient vraiment à cette équipe qui semble avoir un peu le feu sacré, bon, au même titre que Cleveland d'ailleurs, dans un sens, mais on y croit beaucoup et puis voilà, la campagne anti-LeBron a commencé à Boston? Non, j'ai pas encore vu des maillots de LeBron James brûlés, mais j'ai pas vu non plus de panneaux, vous savez, des panneaux publicitaires comme pas mal de villes en ont fait à chaque fois que LeBron James était en ville pour lui dire viens chez nous la saison prochaine. Par contre, mais là, ce serait too much. Que c'est chaud bouillant, hein, c'est une des salles les plus incroyables en termes d'atmosphère en NBA, une des salles les plus connaisseuses et évidemment qu'ils y croient. Et depuis le début de la saison, le collectif mis en place par
Brad Stevens surpasse un peu. Et va devoir affronter la montagne, quoi. LeBron James, Xavier, voilà, on le disait tout à l'heure, ça y est, il est passé encore dans une autre dimension si besoin était. On en fait aujourd'hui le plus grand joueur de tous les temps et de l'histoire du monde et des 2000 ans qui viennent. Bon, c'est vrai qu'il nous bluffe quand même parce qu'il fait des playoffs hallucinants. Oui, parce que tout simplement, quand il arrivait en NBA, je me demande si Reggie Miller jouait pas encore. En gros, il nous renvoie à des temps immémoriaux, très longtemps passés, et il est toujours au même niveau. Après, il fait tout pour. Je sais pas si vous lisez un petit peu les papiers qui sortent dernièrement, notamment ceux de Brian Windhorst, qui est toujours très bien documenté là-dessus, disant qu'il dépense par an plus d'1,5 million pour entretenir son physique, qu'il a l'équivalent des structures du Real Madrid, rien qu'à la maison, avec une salle de cryothérapie, des bains chauds, des bains froids, bref, il a à peu près tout ce qu'il faut. Qu'il a aussi un jeu qui correspond à la durée, je trouve. Ça, c'est un truc dont on parle pas assez. Sur les appuis, il a quand même des appuis très nets, très clairs, qui lui permettent de ne jamais trop se blesser. Il a le mental qui ne fléchit jamais. Il a des objectifs très élevés. Quand on veut rejoindre Michael Jordan, on n'a pas le droit de baisser la garde. Et effectivement, alors après, de là en faire le meilleur joueur de l'histoire, il lui manque des titres. C'est peut-être ce qui fait qu'on assiste à ces derniers matchs à Cleveland, mais ça, c'est un autre débat. Yann, on a le sentiment quand même que Cleveland est monté en puissance un peu aussi avec LeBron, qu'il a traîné, tiré derrière lui d'autres joueurs. On a assisté au réveil de Kevin Love. Bon, c'est aussi LeBron qui l'a réclamé, hein, on s'en souvient. On voit aussi d'autres joueurs émerger. Bon, l'apport de Tristan Thompson, notamment au premier tour contre Indiana, a été décisif. Est-ce que LeBron tout seul là peut encore, voilà, même s'il y a un peu de soutien, peut sortir les Boston Celtics qui, sauf erreur de ma part, sont toujours invaincus à domicile en play-off. Oui, ils sont invaincus à domicile en play-off et on n'avait pas vu ça depuis 2008, c'est-à-dire l'année où ils ont été sacrés champions. Néanmoins, on en revient toujours à la même question. Qui peut stopper LeBron James? Qui peut battre LeBron James 4 fois sur une série de 7 matchs? Et l'une des armes principales de Boston, notamment, c'était Jaylen Brown sur les postes d'ailier, qui est encore aujourd'hui, comme on dit, en restriction de minutes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer autant qu'on le souhaiterait, puisqu'il est un petit peu blessé. Donc forcément, l'œuvre de Boston doit être collective. Il faut souligner aussi que Boston va mieux depuis le retour de Marcus Smart, qui est donc le spécialiste défensif maison. Le problème, c'est qu'on peut pas décemment mettre Marcus Smart tout un match sur le banc de James, puisqu'il est tout petit. Par contre, c'est un des meilleurs défenseurs de toute la NBA. Donc battre LeBron James, compliqué quand même 4 fois sur 7 matchs. Oh non, c'est juste une petite anecdote. Déjà renommé Marcus Smart le joueur le plus utile de la NBA à moins de 30% au tir. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un des joueurs, vous savez, qui a le pire pourcentage au tir de l'histoire de la NBA, je crois, à son poste. Et qui joue 30 minutes. Il n'y a pas André Robertson dans cette clique-là d'affreux tireurs. Liliane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, néanmoins, puisqu'on parle de qui va pouvoir un petit peu ralentir, freiner, puisqu'on ne l'arrête pas, LeBron James, Jaylen Brown va avoir quelques jours de repos, puisqu'il y a une petite interruption là jusqu'au match 1. A priori, il va de mieux en mieux. Il sera quand même envoyé au charbon contre LeBron James. Il y a le rookie Olé Jeye qui a fait une très très bonne partie défensive contre Antetokounmpo au tour d'avant, qui a montré des choses que personne n'attendait de lui, qui sera aussi envoyé au charbon. Et quant à Marcus Smart, effectivement, il y a une mismatch, il est plus petit, mais il est terriblement agressif, terriblement physique, et il peut défendre par séquence sur LeBron James. En tout cas, c'est ce qui va entrer un petit peu dans les plans de Brad Stevens. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça va être plutôt une dynamique d'équipe. Ils vont tourner sur lui, mais il n'y a pas que lui. Effectivement, l'année dernière, Cleveland s'était un peu promené contre Boston. Ils avaient un petit peu forcé le fer à l'intérieur. Tristan Thompson s'était un peu baladé. Aujourd'hui, il y a Al Horford quand même qui fait des playoffs du tonnerre de Dieu. Et ils ont un joueur qui est beaucoup plus physique, qui apporte une dimension physique qu'ils n'avaient pas l'année dernière, qui est Aaron Baines, qui va effectivement poser beaucoup plus de problèmes à un joueur comme Kevin Love, qui est quand même un élément extrêmement important pour Cleveland. Et Al Horford sera d'autant plus motivé qu'il faut savoir qu'il a affronté 16 fois LeBron James en playoff. Il a perdu 15 fois et il en perd 3 de
plus, il se retrouvera à être le joueur qui a perdu le plus souvent devant LeBron James en playoff. Je pense que ça motive un mec. Non, pour revenir plus sérieusement là-dessus, c'est vrai qu'on dit beaucoup LeBron contre Boston, mais Boston a une telle intelligence défensive que je pense qu'ils sont capables d'encaisser un 40-10-10 de LeBron, mais de limiter tout le reste du collectif de Cleveland à moins de 10 points, avec des Love à 2/10, des J.R. Smith à 1/11. Et là, même si LeBron monte à 75-15, je pense pas que ça passera. Yann, est-ce que les rumeurs à Boston bruissent ces derniers jours d'un retour du Vengeur masqué Gordon Hayward, par exemple? Est-ce qu'il en est question, ou est-ce que on en avait parlé il y a quelques semaines, ou alors c'est absolument inimaginable maintenant? Ça me paraît très compliqué. Je pense que ça relève plutôt de l'intox que d'autre chose. On verra bien, hein, mais vous savez comme moi que réintroduire un joueur comme ça en plein milieu d'une série, ça paraît très très complexe. Il faut retrouver du rythme, il faut s'intégrer dans un collectif. Et puis c'est pas Gordon dans une Hayward équipe qui tourne aussi bien, hiérarchisée, où il y a plein d'options. Quel est l'intérêt décisif ou pas de jouer cette carte? Rappelez-vous, Tony Parker avait un moment dit pendant le mélodrame Kawhi Leonard, on est arrivé au stade où ça sert à rien qu'ils reviennent, et on était encore en saison régulière. Et puis de toute façon, c'est a priori pas Gordon Hayward qui va arrêter LeBron James, sauf surprise, hein. Non, et puis ce sera peut-être... Non, faut voir Jason Tatum. Après, moi, c'est un joueur que j'adore. Non, effectivement, il est beaucoup trop jeune, il est beaucoup trop léger. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est une histoire de famille. J'ai découvert ça, que le père de Jason Tatum est le cousin de Tyronn Lue, et en fait, les deux se connaissent très bien. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est marrant. Après, ça aurait vraiment un impact si Tyronn Lue était l'entraîneur des Cavs, mais bon, oui. Ça fait longtemps qu'il l'est plus. Donc, ça c'est une bonne info. Merci Xavier. Ok, on s'arrête là pour la NBA. On aimerait bien parler malgré tout, juste un petit mot peut-être, si Yann, sur toi qui a vécu ça de très près, sur un petit mot sur Philadelphie qui est tombé finalement au champ d'honneur, parce que le score de la série est plus lourd que la réalité des matchs en fait, hein. On a l'impression que 4-1, on se dit oui, ça a été une formalité, ça n'a pas été une formalité quand même. Est-ce que Philadelphie, de ce que tu as entendu dire après le dernier match, après l'élimination immédiate, est-ce que Philadelphie va essayer de bouger certaines choses pour être un peu plus fort encore l'année prochaine? Oui, évidemment, et je peux vous dire, pour avoir parlé au GM, même s'il n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus. Mais il parle au podcast l'équipe, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça, mais les GM n'ont pas le droit, ont un devoir de réserve, évidemment, sur ce qu'ils font à l'intersaison. Mais je l'avais interrogé au mois de janvier à Londres, parce qu'ils étaient venus à Londres sur justement les mouvements qu'ils comptaient faire, et de LeBron James. Et évidemment, il n'a pas prononcé le nom de LeBron James, mais son sourire était entendu dans la manière dont il me proposait sa langue de bois. Et évidemment, je pense que l'objectif numéro 1 pour Philadelphie, qui déborde de jeunesse, mais aussi de dollars, qui a plein d'argent sous le cap salarial, c'est de faire venir LeBron James. Vous imaginez la machine de guerre, si on met le plus fort joueur de l'histoire au milieu de ce mélange de jeunesse, de talent et de promesses. Ah, c'est beau. C'est bien de terminer là-dessus, parce que des promesses, je suis persuadé qu'on en a beaucoup dans les semaines à venir en Jeep Elite. Mais oui, l'ex-Pro A, le championnat de France, nous réserve aussi des playoffs de dingue, un peu comme en NBA. Alors c'est plus pratique à suivre quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'il y a moins de décalage horaire forcément. Non, mais j'ai vu les résumés sur ESPN hier soir. Eh ben alors, tu vois, comme quoi tout arrive. La Jeep Elite, sa saison régulière interminable, elle n'est pas si interminable que ça, puisqu'elle s'achève dans les 3-4 jours qui viennent. On a l'avant-dernière journée, demain, samedi, et la dernière journée mardi. La saison régulière a encore une fois consacré Monaco, numéro 1. C'est la 3e saison de suite. Reste à savoir, c'est un peu la grande interrogation, si Monaco va enfin concrétiser en play-off et gagner ce titre de champion de France, le premier de l'histoire du club. Liliane, toi qui as suivi Monaco tout le week-end dernier à Athènes lors du Final Four de la
BCL, Basketball Champions League, où Monaco a dû s'incliner en finale contre l'AEK Athènes. On a le sentiment que là, il y a un petit contre-coup, d'autant qu'ils ont perdu avant-hier. Alors, ça n'a pas de conséquences directes mathématiquement, mais ils ont perdu avant-hier à la maison contre Pau lors d'un match en retard de la journée précédente. Est-ce que tu as le sentiment, Lily, que l'ASM là aborde pas forcément les playoffs avec toute la sérénité nécessaire? Je pense qu'effectivement, ils ont hâte que la saison se termine sans casse, surtout, pour retrouver un petit peu de fraîcheur et de mental. C'est ce que me disait Zvezdan Mitrovic hier. Ils ont pris un coup sur la tête après leur défaite en finale face à l'AEK. Ça n'a pas été facile de revenir. Ça n'a pas été facile de replonger la tête la première dans les affaires de la Jeep Elite. Ils n'avaient pas Christopher Evans qui était ménagé parce qu'il a un souci de genou. Bon, et ils s'inclinent d'un point contre Pau. Effectivement, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas péril. Ils vont terminer premier. Après, l'objectif de Monaco maintenant, c'est très clair, c'est de récupérer de la fraîcheur mentale, de l'envie, de la fraîcheur physique, d'avoir tout son effectif en pleine forme. Et effectivement, Mitrovic ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Ils sont obligés d'aller chercher le titre maintenant. C'est leur objectif. Ça va être fait dans un contexte un petit peu particulier parce qu'ils ont quand même un gros match à Villeurbanne ce week-end. Ce serait bien qu'ils ne le perdent pas parce qu'ils perdraient 3 matchs d'affilée, ce qui est quand même n'est pas coutumier chez eux. Et ça se fait dans un contexte un petit peu particulier puisque les rumeurs qui enverraient la saison prochaine Zvezdan Mitrovic à l'Asvel se font de plus en plus précises. On en parlait déjà à Athènes. Lui n'a pas démenti quand je l'ai interrogé. L'Asvel n'a pas démenti non plus. Donc, à voir ce que ça peut donner quand les deux équipes vont se rencontrer samedi, pardon. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que Monaco a gros à jouer parce que c'est peut-être malheureusement la fin d'un cycle si Mitrovic s'en va. Et on se demande ce qui aurait été construit derrière s'il n'y a pas un titre pour couronner 3 ans de domination sur le basket français. Xavier, tu as le sentiment aussi, toi, que cette année, s'ils n'y arrivent pas, ça va commencer un peu à tiquer du côté des hautes sphères de ce club dont on ne connaît pas très très bien la direction, puisque rappelons-le, le président du club est un millionnaire ukrainien qui a décidé d'investir dans le basket à Monaco il y a 4 ans. On a le sentiment qu'un troisième échec d'affilée en play-off pourrait peut-être mettre en péril le projet. Alors, déjà, pour répondre, c'est à partir du moment où on est dépendant d'un mécène, on est dépendant de l'irrationnel. Donc que ce soit un bon parcours ou pas un bon parcours, même s'il gagne le titre en gagnant 3-0 en finale, peut-être que le mécène peut dire c'est bon, j'ai réussi l'objectif de ma vie et j'arrête. Enfin, je veux dire, c'est là, on ne contrôle pas grand-chose à ces moments-là. Deuxièmement, le scénario quand même de la façon dont ça va se passer indiquera beaucoup de choses parce qu'on est quand même sur une très grosse saison de la part de Monaco avec une victoire en Leaders Cup, avec une finale européenne, même si c'est un 3e niveau de coupe européenne, avec une première place en saison régulière. Si imaginons, il s'incline 3-2 en finale face à Strasbourg et que Strasbourg arrive enfin à faire son truc avec un petit côté, tout le monde va vendre que Strasbourg y arrive enfin, que Monaco s'est rapproché après quand même des échecs beaucoup plus tôt en play-off l'année précédente. On ne pourra pas dire qu'on sera sur un échec. Yann, du côté de Boston, est-ce que tu entends parler de Monaco? Non, pas forcément pour le basket en tout cas, c'est ça. Toi aussi, tu as été marqué par ces 2 défaites prématurées en play-off de l'ASM. Cette année, ils vont encore être premiers, ils vont encore jouer leur quart de finale en 3 manches, rappelons-le, à la maison pour débuter, avec le risque, comme l'an dernier, de se rater, de rater la première marche et d'être tout de suite sous pression. Tu penses que ça trotte un peu dans les têtes du côté de Monaco? C'est certain, puisque par exemple Vincent Collet, il l'admettra peut-être pas, mais évidemment chaque année ça trotte dans la tête. Les défaites successives, ça met le doute. Et d'ailleurs, un mauvais signe, c'est que Zvezdan Mitrovic s'était plaint, rappelez-vous, de ce format de play-off. Ce qui est pas bon signe en réalité. Un premier de la saison devrait pas se plaindre de jouer le 8e et avoir peur de ne pas dominer. En revanche, je pense que les adversaires qui se présentent pour Monaco, c'est Pau-Orthez ou Bourg-en-Bresse. En fait, on n'en sait toujours rien. Non, c'est compliqué de faire des prévisions. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est sûr que ça va peser dans les têtes, surtout si le coach est sur le départ également. Et en plus, il y a des mauvaises langues qui disent, je crois, que Zvezdan Mitrovic, dans sa carrière, a un peu de mal dans les matchs décisifs. Voilà, je pourrais pas porter un jugement définitif. Ouais, j'ai cru comprendre ça aussi, mais bon, il a quand même gagné en Ukraine. Et puis des Leaders Cup. En veux-tu en voilà quand même avec des matchs coup près.
Voilà, il faut il a pris des équipes de jeunes en Ukraine, il les a fait monter de division aussi. Non, il a une carrière absolument exemplaire. Je ne sais pas sur quoi forcément est basée cette affirmation. J'espère juste pour lui que ça ne va pas encore se vérifier. S'exprimer. Ouais. Alors on parlait de Monaco, qui est un modèle économique que certains décrient, effectivement, qui est un peu aléatoire, qui dépend d'un mécène, d'un milliardaire, etc. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre d'un petit miracle qui a lieu en Euroleague, et ça fait toujours plaisir de voir des équipes qui réussissent autrement. C'est celui de l'équipe de Kaunas, qui est quand même un budget qui n'est pas surdimensionné par rapport aux objectifs de l'Euroleague, et qui est qualifié pour le Final Four, qui réalise une saison phénoménale, qui a une salle de 15 000 places, 15 500 places, qui attire du monde, qui vit basket. Et on avait la chance d'avoir un envoyé spécial qui est allé prendre le pouls de Kaunas ces derniers jours. C'est Arnaud, lui-même en personne. Oui, je suis allé faire un petit saut pour essayer de comprendre en effet comment fonctionnait ce club lituanien qui a une belle histoire, qui a réussi à se trouver une petite place. C'est de plus en plus compliqué pour les clubs sans gros budget, sans gros moyens de se frayer une place au Final Four de l'Euroleague. Et ben ils le disputeront la semaine prochaine au milieu des Real Madrid, des Fenerbahçe ou des CSKA à Moscou, c'est-à-dire peu ou prou les trois plus gros budgets du circuit européen. Et Kaunas a un budget équivalent à peu près à celui de l'Asvel ou voire de la SIG de Strasbourg actuellement en championnat de France. Donc la question c'était de savoir pourquoi et comment ils y arrivent, et est-ce que ça pouvait être un modèle pour le basket français, et c'est assez intéressant en fait. Comme disait Liliane, en effet ils sont pas du tout dépendants d'un mécène. C'est d'abord la réussite d'un état d'esprit, d'un management avec un président assez jeune qui doit avoir 35 ans, un coach qui s'appelle Sarunas Jasikevičius, qui était une légende du basket européen et qui est en train de s'affirmer comme un coach de très très haut niveau en Europe. Et il y a un ancien joueur qui s'appelle Javtokas, qui était un ancien international lituanien, qui est directeur sportif, et ce triumvirat est unique comme les doigts de la main, et travaille avec des conditions assez remarquables, notamment une arena qui est une des plus belles, si ce n'est la plus belle d'Europe aujourd'hui, de 15 500 places. C'est la meilleure affluence, rendez-vous compte, dans une ville qui fait 300 000 habitants, dans un petit pays de 2 millions et demi d'habitants. Il y a une salle de 15 500 places qui est remplie à chaque match d'Euroleague dans cette ville. Il n'y a même pas ça en France, évidemment. La seule salle comparable, c'est Bercy, et Bercy n'accueille quasiment pas de sport. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a 15 000 personnes qui viennent voir le Žalgiris. Et en fait, ce qui est marrant, je l'expliquerai la semaine prochaine dans les colonnes du journal, mais ce qui est amusant, c'est que le modèle économique fait que tout le monde est à part égale. La ville donne 25% du budget, et il y a, je crois, l'équivalent de 40% du budget qui est amené par les recettes de la salle, qui en fait est gérée par le club, contrairement à beaucoup de modèles en France où c'était un exploitant privé qui gère les recettes de la salle. Bien à Kaunas, c'est le club, et le club réinvestit les profits tirés des spectacles et de l'activité annuelle de la salle, ce qui permet d'avoir un modèle économique très équilibré et très stable. Et même s'ils n'ont pas des salaires gigantesques, malgré tout la masse salariale est quand même plus élevée, à budget équivalent, la masse salariale est plus élevée à Kaunas qu'à l'Asvel pour les joueurs, mais manifestement la magie opère. Et puis on est dans une ville où il y a une histoire, où ce club il existe pas depuis 5 ans, il existe depuis 80 ou 70 ans, et il a surtout été un symbole de la lutte anti-soviétique dans les années 80. Et j'ai posé la question de savoir si ce club avait toujours ça dans son ADN, finalement, maintenant qu'il n'y a plus d'Union soviétique et qu'il n'y a plus d'ennemis politiques à combattre. Poutine. Oui, mais ça, à la limite, aujourd'hui, c'est d'histoire ancienne. En revanche, ils ont toujours cette espèce d'état d'esprit de nous contre le monde entier, même si c'est pas aussi agressif que l'expression telle qu'on l'entend d'ordinaire. C'est davantage nous les petits, le petit poussé, on est capable d'abattre des montagnes, et ils ont toujours cet état d'esprit là, et je pense que c'est effectivement une des clés de leur réussite. On verra ça la semaine prochaine à Belgrade pour ce très beau Final Four d'Euroleague qui nous attend, mais d'ici là, on aura un beau podcast à écouter. Ouais, et puis avant je voudrais te poser une question quand même, Nono, parce qu'on va inverser la situation. Est-ce que d'après toi, juste en une phrase, est-ce que le CSP Kaunas peut devenir le Žalgiris Limoges de 93?
Ouais, sur un Final Four, je pense que tout est envisageable. On le sait par expérience. Limoges l'a fait en 93. Kaunas l'avait fait en 99 aussi. C'est bientôt les 20 ans. Et Kaunas, à l'époque, partait pas favori non plus contre la Virtus Bologne de Rigaudot et de Danilovic. Donc, why not? Ils vont jouer contre le Fenerbahçe. Jasikevičius va jouer contre Obradovic, le maître et l'élève. La même chose, d'ailleurs, à l'époque, c'était Mačković, Obradovic. Obradovic gagnait avec le Partizan, voulait toujours dépasser. C'est marrant, on a un truc à 20 ans de différence. Dans cette logique-là, évidemment. Et de l'autre côté, c'est le Real Madrid-Moscou, avec un Moscou dont on ne sait pas trop s'il sera à 100% avec Nando De Colo et Kyle Hines, qui sont deux joueurs fondamentaux pour sa réussite ces dernières années. Donc, je pense que tout est ouvert et ils en sont persuadés. J'ai eu la chance de les côtoyer un peu pendant 3-4 jours, là, et ils sont persuadés de leur chance, bien sûr. Ils y vont vraiment avec l'envie d'être champion d'Europe. Donc, oui, attendez-vous à une belle petite surprise. Je mettrais bien une petite piécette sur un petit litas, l'ancienne monnaie lituanienne. Voilà, merci à tous. En tout cas, merci Yann de Boston. Rentre bien ou reste-y si ça t'amuse. Moi, je te donne le feu vert. Oui, n'oublie pas qu'il n'y aura pas de match 7, mais il y aura un match 1 dimanche soir contre les Cavaliers. Et puis sinon, on se retrouve prochainement en vous remerciant tous les trois, Liliane, Xavier et Yann, d'avoir partagé votre passion et vos points de vue sur cette fin de saison basket qui nous captive. À bientôt.